bienvenue à tous pour ce troisième webinaire consacré aux nouvelles figures du patient contemporain et avec lui. Et aujourd'hui, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'on a Eric qui va présenter, qui est patient expert. Enfin, on essaie de privilégier ces formules où on a chaque fois un patient ou deux patients avec des chercheurs, des médecins, des proches, etc., etc. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être d'être au cœur, on va dire, du sujet de ce webinaire. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Eric. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis donc Eric Vallès. Je suis donc le vice-président de l'association Crohn RCH France, patient partenaire donc du CI3P. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je vais vous parler un petit peu de mon cursus de ce patient partenaire, car c'est vrai que maintenant, ça fait une dizaine d'années, même 12 ans en fait, que j'essaye de prôner donc, le patient partenaire, le patient expert. Donc c'est vrai qu'on a un peu toutes les thématiques, mais c'est vrai que les termes en fait, mais je pense que patient partenaire convient le mieux en tout cas à ce système-là. Donc désolé si je dis patient expert, parce que moi pendant une dizaine d'années, j'ai vraiment pris ce terme patient expert. Bon, déjà un peu pour titiller aussi les médecins, parce que c'est vrai que souvent, c'était patient expert, expert en quoi, vous prenez pour qui. Il y a une douzaine d'années, c'était un petit peu ça. Hein. Donc, puis après, il fallait un petit peu leur expliquer. Donc, mon parcours, c'est quoi? C'est en fait 40 ans, plus de 40 ans donc, de maladie, donc d'une rectocolite hémorragique, avec 3 cancers, l'ablation du côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, uréterostomisé, lyostomisé. Donc, avec un parcours quand même assez atypique. Donc, j'ai passé pas mal de stades. Et puis, c'est vrai que j'ai eu un parcours donc, de patient, on va dire, passif, parce qu'au départ, j'étais vraiment donc, un patient passif. Et puis, je vais vous décliner un petit peu voilà, comment on arrive aussi donc, à être un patient au cœur du système de santé. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, maintenant, j'essaie d'incorporer un petit peu, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la création d'outils, que ce soit dans la conception, donc en partant vraiment de moi, c'est-à-dire tout ce qu'il m'a manqué déjà en tant que patient, parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aussi aujourd'hui. Donc c'est vrai que on a quand même pas mal progressé. Il faut voir aussi l'avantage de tout ça, c'est que on a quand même pas mal progressé. Et puis, voilà, je vais vous décrire en fait du patient passif au patient acteur pour soi-même, du patient acteur pour les autres, donc c'est-à-dire pour les malades, et puis après, acteur pour les professionnels de santé, puisque aujourd'hui, avec le CI3P, c'est vrai qu'on essaie justement d'intervenir dans tout ce qui est fac de médecine, IFSI et tout ça, pour vraiment essayer de travailler, donc, on va dire en binôme, hein, c'est vraiment ce binôme professionnel de santé donc, et patient. Donc, en fait, moi, comment j'ai commencé donc, à être patient partenaire, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est drôle, hein, parce que moi, c'est vrai que j'étais donc pas du tout, en tout cas pour les associations de malades, je me faisais une image des associations de malades, comme si c'était en fait, oui, des gens d'un certain âge qui se retrouvaient pour faire des repas. Voilà, c'était vraiment l'image que j'avais au départ, moi, d'une association de malades. Donc, il y a eu tout un parcours aussi pour voilà, arriver à ce stade-là. Et c'est surtout une petite mamie donc, qui est venue dans ma chambre quand j'ai eu ma grosse opération, qui est venue quand même 3 fois de suite taper à ma porte pour essayer de m'entraîner dans ce milieu associatif. Puis au bout de la 3e fois, voilà, je me suis laissé prendre au jeu par cette mamie. Et puis finalement, j'ai commencé simplement à faire des plaquettes, à relooker les documents qui étaient un petit peu vieillots, mais sans du tout avoir contact avec les malades. Je n'avais pas envie, voilà, sincèrement, de reparler de ma maladie. Donc, j'ai vraiment mis le pied donc, dans le milieu associatif comme ça, en organisant des conférences débats. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler justement donc, avec des médecins, donc le patron du pôle digestif du CHU de Nice. Alors, au départ, surtout sur les stomies. Et puis après, il m'a demandé de reprendre l'AFA parce que c'est une association en fait, où il n'y avait pas de délégués dans le 06 et puis il y avait quand même pas mal de malades. Et puis, me voilà parti en fait, dans le milieu donc, associatif. Et une chose m'a vraiment fait changer, c'est donc la publication d'un article dans le journal où il m'avait demandé ce serait bien que tu témoignes pour lancer justement une conférence débat. Et puis, je dis, moi, parler de moi, c'est pas mon truc et tout ça. Il me dit, si, tu devrais. Et puis, bon, finalement, je l'ai fait. Et puis, 5 jours après cette publication, j'ai eu à peu près une 50aine de coups de téléphone. Et puis, c'est là où je me suis rendu compte, en fait, de l'impact simplement aussi d'une photo, en fait, dans le journal avec le témoignage. C'est vrai, quand on me voit, on achèterait ma santé. Donc, mais c'est quand même
ça donne vraiment une image positive pour les malades de voir un petit peu, ça leur permet de se projeter, parce qu'effectivement, des fois, quand on découvre la maladie, on se dit, mais comment je vais être plus tard? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir faire du sport? Et puis, simplement avec une photo et la description de mon parcours, parce qu'effectivement, c'était atypique, hein, donc 3 cancers et toutes les opérations qu'il y a eu. Donc, c'est vrai que les malades, ils n'en étaient pas à ce stade-là non plus. Puis, ils voyaient que j'avais l'air en forme, donc ils se disaient, pourquoi pas moi? Et ça, je crois que ça m'a vraiment donné le tilt, c'est-à-dire que, oui, simplement, à une photo, j'arrivais à faire du bien donc, aux malades. Et après, donc, c'est vrai, une fois que je les avais donc, au téléphone, c'est vrai qu'ils ils me demandaient, me posaient des questions, et puis c'est vrai que ça leur faisait un bien. Et puis après, c'était, mais est-ce que mon fils peut vous appeler, ma mère, mon frère? Bon, voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis, c'est à partir en fait, de ce témoignage, j'ai commencé à me former. Donc, déjà, une formation à l'écoute au sein donc, de notre association. Donc, c'est une formation de 4 jours. Et puis après, on a eu la chance, il y a une douzaine d'années, de pouvoir co-construire un support de travail pour l'éducation thérapeutique, donc avec le groupe JETED, c'est un groupe d'études de recherche, d'études thérapeutiques de l'appareil inflammatoire digestif. Et puis, on a conçu ce support de travail qui était donc un outil pour l'éducation thérapeutique. Et une fois qu'il était imprimé, s'est lancée la première formation d'éducation thérapeutique. Alors, c'était en 2008, on travaillait déjà sur la nouvelle ETP, donc les fameuses 40 heures. Et puis, en fait, c'est ouvert aux professionnels de santé. Et on s'est dit, nous, en tant qu'association, on avait participé quand même donc, à l'élaboration de cet outil. On se disait, mais pourquoi nous, en tant que patients experts à l'époque, donc, on ne pourrait pas participer donc, voilà, à cette formation. Et puis, en râlant un peu, on a eu les 4 premières places donc, en 2008 donc, sur cette formation d'éducation thérapeutique dont j'ai pu, en fait, j'ai pu participer donc, justement à cette formation. Et j'en garde vraiment un super souvenir. C'est dommage qu'aujourd'hui, je dirais presque que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire ce qui était fait à l'époque, c'est-à-dire, c'est la première fois, moi, je faisais la formation, donc, j'appelle ça des formations hybrides, c'est-à-dire professionnels donc, de santé et patients. Et c'est vrai que ça nous a permis déjà d'échanger, d'apprendre à se connaître, de travailler ensemble, parce qu'on faisait des ateliers de simulation, de mise en situation. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on a eu fini la formation, moi, la première chose que j'ai fait, je suis allé au CHU de Nice, j'ai dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on monte un programme d'éducation thérapeutique dans les Mickey, au pôle digestif? Et en fait, le médecin donc, m'a dit, oui, mais sans être vraiment convaincu, mais tu te mettras avec la psychologue. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, on a créé pour la première fois en France donc, un binôme, c'est-à-dire donc, le professionnel de santé, donc, le malade et le patient expert. Et donc, pour vous montrer un petit peu le binôme, je vous montre une petite vidéo qui est assez parlante avec voilà, donc ce partenariat, c'est-à-dire le professionnel de santé et le patient expert. Alors Yasmine, comment ça s'est passé depuis la dernière séance? Ça va plutôt bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mes traitements, mon état, puisque je vais mieux. Des services de gastro-entérologie proposent des rencontres d'éducation thérapeutique, comme ici à Nice. Les patients peuvent y discuter avec un soignant et un autre patient. On a des patients ressources, donc ce sont des patients qui ont fait donc, une formation à l'écoute de 4 jours. Et après, ils peuvent faire donc, cette formation d'éducation thérapeutique de 40 heures comme les professionnels de santé pour être patients experts. Moi, c'est vraiment le vivre avec, c'est-à-dire le vécu. C'est vrai que des fois, Yasmine, quand je l'entendais, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai connues. Des fois, on est un petit peu, on a la rage de cette maladie, donc on a besoin de se vider. Donc nous, on va être là en tant qu'écoutant, donc on va écouter. Et c'est vrai qu'après, c'est facile de lui proposer l'éducation thérapeutique. J'ai exactement ce qu'il vous faut, l'éducation thérapeutique. Il y a une inflammation à un endroit donné, que ça gonfle un petit peu sur les parois de tes intestins. Ouais. Et bien en fait, c'est ce qu'on appelle la sténose. Et nous, en fait, ce que les équipes médicales craignent, c'est en fait que les aliments n'arrivent plus à passer. Les symptômes de l'occlusion. Le but de notre équipe d'éducation thérapeutique, c'est d'être joignable, de pouvoir réagir vite, de pouvoir faire le lien entre l'équipe médicale et le patient. En fait, on a mis en place une ligne qui est ouverte du lundi au vendredi. Et on a également mis en place une adresse mail commune qui permet en fait aux patients de nous écrire et de poser tout type de questions, qu'elles soient médicales, diététiques, psychologiques. Éducation thérapeutique fait parfois peur. Au-delà du nom, auquel certains préfèrent accompagnement ou coaching,
Il y a la crainte de se retrouver face à ces douleurs. En fait, mon gastro, il m'en a parlé il y a quelques années. Il m'a parlé d'Eric il y a plusieurs années. Et j'ai toujours refusé d'y aller, en fait. Je pensais que j'allais, au contraire, j'allais plus m'apitoyer qu'autre chose en rencontrant un patient expert, en rencontrant une équipe. Je ne sais pas, en fait, comment expliquer. C'était très grand ce qui s'est passé lors de cette séance. Donc, je crois que je l'ai déjà dit, mais je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et c'est là où j'ai vu que j'avais beaucoup de choses à régler. C'était la première fois que je parlais à quelqu'un qui connaissait aussi bien la maladie. Donc, ça fait du bien parce que même si je pensais qu'au contraire, j'allais m'apitoyer, c'était important cet aspect d'avoir une personne qui sache ce que je vis. Et en plus, Eric, il est passé par des choses. On a beaucoup parlé, puis on a mis de l'ordre surtout, de l'ordre dans ce que je ressentais, dans les choses. Voilà, on a mis en place une chronologie de ce que je devais faire parce que voilà, il fallait que je rencontre une nutritionniste parce que j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés, qui n'allaient pas du tout, qui n'étaient pas adaptés à ma pathologie. Et voilà, il fallait que je continue le suivi psy. L'éducation thérapeutique peut également s'adresser aux proches, généralement la famille des malades. Elle met parfois le doigt sur des blocages. Non, l'éducation thérapeutique, ça peut très bien s'adresser aux proches. Quand on reçoit des jeunes avec les enfants, c'est bien de les recevoir tous les deux, mais c'est bien de les recevoir aussi chacun de leur côté. Je parle souvent d'un exemple qu'on a eu d'une jeune fille. Elle allait voir son médecin avec sa maman et en fait, elle avait un doigt monstrueux. Et je lui dis, dis à ton médecin que tu avais mal. Il me dit, non, il y en a qui ont plus mal que moi. Je lui dis, mais est-ce que tu en parles librement avec ta mère? Il me dit, non, parce que je n'ai pas envie de lui faire de peine. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place dans cette séance d'éducation thérapeutique? C'est qu'elle a eu une fois sur 3 voir son médecin sans sa mère, justement, de manière à pouvoir en parler librement. Pour Yasmine, aucun doute. Les malades ont beaucoup à gagner à se rendre à une rencontre d'éducation thérapeutique. Quand on sent qu'on commence à ne pas s'en sortir seul, quand on sent que même se confier au plus proche, ça ne suffit pas, quand on sent qu'on peut sombrer, je pense qu'il faut pas attendre et c'est bien de s'inscrire et d'avoir un cadre et de rencontrer des gens, des professionnels, des patients experts qui connaissent le quotidien de la maladie, qui savent ce qu'on traverse, qui savent que tous les jours on doit se battre, qui savent que chaque matin on doit mettre un masque pour être normaux en fait. J'ai jamais été aussi malade, j'ai jamais été autant en crise qu'à la période où je les ai rencontrés, où j'ai fait l'éducation thérapeutique. Et j'ai jamais autant avancé. J'ai fait beaucoup de choix, j'ai pris beaucoup de décisions qui me permettaient d'avancer grâce à Ingrid, grâce à Aurore, grâce à Eric, grâce à Evelyne. Et maintenant, je nie pas que je suis malade, mais disons que je fais des choix à long terme, alors qu'avant, je faisais des choix qu'à court terme. Yasmine attend maintenant avec impatience un voyage professionnel à l'étranger. Le voyage, j'ai accepté le contrat quand j'étais dans un état où je ne pouvais même pas marcher. Et là, j'ai fait comme si j'étais pas malade. Je vais pouvoir honorer ce voyage normalement. Je vais pouvoir y aller. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est la première chose que j'ai vraiment mis en place donc, au CHU de Nice donc, en 2008. Alors, je ne vous cache pas que ça a été quand même compliqué déjà au niveau du chef de service, parce que c'est vrai qu'en arrivant pour monter cette équipe, c'est vrai que j'ai joué un espèce de rôle de fédérateur. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 4-5 ans où on organisait des conférences, je commençais à connaître un peu du monde. Et en fait, j'ai appris justement donc, à ces équipes à se connaître parce que j'allais prendre la pharmacienne dans un service, la stomathérapeute dans un, la diététicienne. Et puis, c'est vrai que j'avais imposé quand même quelque chose. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu râlé au départ parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez surchargés. C'était de faire des réunions, en tout cas, pour qu'on puisse se voir une fois par mois, quoi. Et là, on s'apercevait que le patron du chef de service n'était jamais là. Et puis, quand vous voyez, par exemple, cette jeune fille que je vous ai donc montrée donc, en vidéo, je ne savais pas, mais c'était la meilleure copine de sa fille. Et il est venu vers moi et il m'a dit, mais vous me l'avez métamorphosée. Et parce que, oui, c'est une gamine, finalement, un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a arrêté ses études assez tôt parce qu'elle s'est braquée contre l'école, parce qu'elle avait manqué 2 mois elle était en master, elle avait manqué 2 mois, elle a raté son examen, donc elle s'est dit, je ne passerai plus jamais de diplôme. Donc, elle était pionne depuis 4-5 ans.
Et puis, avec cette éducation thérapeutique, on a réussi à lui faire reprendre ses études, son Master 1, son Master 2. Elle m'a envoyé justement comme quoi elle était directrice à Jeunesse et Sport. Et puis, c'est vrai, pour le patron de pôle digestif, il l'a vu métamorphoser, quoi. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, une fois, un malade, 2 malades, 3 malades, et maintenant, je peux vous dire qu'il est là à toutes les réunions d'éducation thérapeutique. Mais effectivement, c'est un travail de longue haleine. Il faut montrer voilà, ce qu'on va apporter aussi, nous, en tant que patient. Parce que, bon, je vous raconte ça, mais la première fois, c'est vrai qu'il est venu en râlant vers moi. Oui, comment veux-tu que je sache? La gamine ne me dit pas qu'elle a mal, parce qu'en fait, la gamine s'était confiée à moi et pas à lui. Donc, oui, effectivement, c'est l'éducation thérapeutique, c'est fait pour ça. C'est pour donner des moments, prendre du temps pour que justement les malades puissent s'exprimer. Donc voilà, ça, c'était vraiment la première chose que j'ai mis en place en tant que voilà, mes premiers patients partenaires, c'est la première chose. Voilà. Après, deuxième chose, c'est que justement, en côtoyant toutes ces équipes, en ayant mis un peu d'éducation thérapeutique en place, c'est pareil, en tant que malade, c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment qu'un essai clinique, parce qu'il y avait une petite unité de recherche clinique. Et puis, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais ça, donc c'est vrai que ça m'interrogeait. Je dis, j'aimerais bien savoir un petit peu, donc je dis, mais je pourrais faire un petit témoignage d'une malade. Et le patron d'une pôle digestif, pareil, me dit, ouais, j'ai quelqu'un qui est super bien, donc je fais ce témoignage. C'est juste le moment où j'avais créé une web TV, et puis je la mets sur la web TV une fois que j'avais monté le film, parce que c'est vrai que moi j'avais trouvé ça super, parce que j'ai appris plein de choses avec cette jeune fille qui m'expliquait, voilà, ça faisait 4 ans qu'elle était sous essai clinique, et comment elle se sentait, enfin bref. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la vidéo la plus regardée, quoi. Donc, ça veut bien dire aussi qu'il y a un manque. Moi, en tant que patient aussi, effectivement, je ne savais même pas, voilà, on ne m'a jamais proposé non plus des essais cliniques, je ne savais pas ce que c'était. Ça m'a permis, voilà, donc de faire ces premières vidéos. Et puis, voyant que finalement, c'était autant regardé voilà, sur la web TV, je me suis dit, mais pareil, il faut peut-être informer ces malades sur les essais cliniques. Et là, en fait, j'avais suivi moi une formation avec l'association Tous Chercheurs, qui est à l'INSERM à Marseille, qui était venue sur une petite formation sur les clés de compréhension des maladies auto-immunes. Et j'avais trouvé vraiment ça super, parce que c'était vraiment des personnes qui vulgarisaient, qui se mettaient à notre niveau pour nous faire comprendre, très pédagogique. Et puis, c'est vrai que j'avais super apprécié. Donc là, c'était vraiment une journée sur une formation théorique, on va dire. Et puis, en discutant avec Marion, qui est devenue une copine d'ailleurs, c'est vrai qu'elle m'expliquait qu'elle faisait ça aussi à Marseille, donc à l'INSERM, mais ils avaient une partie aussi pratique, c'est-à-dire qu'on travaillait sur une paillasse, on regardait au microscope, on regardait un petit peu, et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que j'avais fait la première. Et puis après, j'ai décidé de faire, par exemple, mon premier film sur « Explique-moi les essais cliniques, les malades en parlent ». Donc, c'est 52 minutes. Et je trouvais ça bien parce que comment elle travaillait, on envoyait en fait à tout son réseau, qu'est-ce que vous attendez donc de cette formation, et à partir, de cette formation, et à partir de ce qu'ils nous envoyaient, on a construit la formation. Et je voulais vous montrer un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'était que Tous Chercheurs, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'il faut vraiment aussi développer au niveau des malades. Et les globulins, ça s'appelle aussi leucocytes. Si je zoome, en fait, à l'intérieur de la salive, vous ne voyez pas comme ça à l'œil nu, mais il y a plein de cellules. Et dans vos cellules, en fait, l'ADN, il est contenu dans le noyau. C'est généralement 6 à 10 personnes concernées par la même maladie qui viennent expérimenter pendant 3 jours, réaliser des expériences en lien avec leur maladie pour comprendre à la fois les mécanismes déréglés dans leur maladie et comprendre aussi l'échelle de temps de la recherche qui est compliquée à comprendre quand on n'est pas baigné dans le milieu scientifique. La première journée, l'idée, c'était de donner des clés de compréhension sur le système immunitaire, comprendre la fonction du système immunitaire, quels sont les acteurs qui entrent en jeu dans la réponse du système immunitaire, et puis aussi comprendre ce qu'est l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique, notamment dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tout à fait, en fin de journée, on abordait les biothérapies, comprendre de quoi sont composées les biothérapies et surtout ce que ça cible. La journée de demain sont des différents experts qui interviennent, des médecins, alors gastro, dermatologue, rhumatologue, et puis un médecin, un interniste, qui vont discuter plus des traitements, des effets secondaires, des aspects plus cliniques de la maladie qui n'ont pas été abordés aujourd'hui. Voilà, et sincèrement, ce genre de formation, avec tous les médecins qui ont participé justement à ce style de formation,
ont tous dit hein, qu'il y avait un niveau quand même élevé parce que, ben, oui, à force de faire ces formations, ils me disaient, mais c'est impressionnant parce que quand ils posaient des questions, on était obligé de réfléchir, quoi. Donc voilà, c'était un certain niveau. Et oui, de plus en plus, les patients vont s'informer, vont se former. Et moi, j'en garde vraiment un souvenir voilà, de cette formation. En plus, là, c'était sur les biothérapies. Moi, j'avais une jeune femme, pareil, parce que, alors, pareil, je vais peut-être passer sur la slide suivante, pardon. Donc, ça, c'est simplement pour vous dire comment on réalise nos films. Voilà, ça, c'est tous les films que j'ai réalisés donc, pour le moment. Mais ce qui était impressionnant, c'est que cette jeune femme, en fait, qui était venue justement pour Explique-moi les biothérapies. Donc, je fais des petites interviews. Hein, comme vous voyez, c'est Explique-moi les biothérapies, les malades en parlent. Pour moi, c'est très important aussi qu'à chaque fois qu'il y ait des témoignages de malades, ça, c'est ce que j'expliquais souvent aux médecins. Mais vous savez, ce que vous dites, OK, mais ça nous passe des fois au-dessus de la tête. C'est pas ça qu'on vient rechercher. Nous, c'est de savoir comment on va vivre en fait la maladie, les trucs et astuces. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça aussi qu'on mettait bien à chaque fois les malades en parlent. Et c'est pour ça que je faisais témoigner donc ces malades. Et une jeune qui me dit, mais moi, j'ai tellement d'effets secondaires avec ma biothérapie que je pense que je vais arrêter. Elle me dit bien, je pense que je vais arrêter. Et puis, 3 mois après, on se retrouve pour faire un autre module. Et puis, je me dis, tiens, je vais les questionner un petit peu pour savoir, et effectivement, est-ce que ça leur a apporté quelque chose. Et cette même jeune femme qui me dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si parce que j'ai mieux compris, on m'a expliqué qu'il y avait des effets secondaires, pourquoi il y avait ces effets secondaires, et j'ai repris mon traitement. Et en fait, elle ne pensait pas arrêter, elle avait déjà arrêté son traitement sans le dire à son médecin. Et cette formation a fait qu'elle a compris son traitement, et elle a repris voilà, son traitement biothérapie. Et c'est pour ça que moi, j'insiste souvent sur ces films pédagogiques où il faut dire les choses. Pour qu'on a fait aussi ce film sur Explique-moi les biothérapies, c'est que les médecins, souvent, ne parlent pas des effets secondaires. Il faut parler des effets secondaires parce que si ça nous arrive le vendredi soir, l'hôpital fermé, on n'arrive pas à joindre quelqu'un, on va stresser pendant 48 heures. Alors que si on nous prévient, je veux dire, il n'y a aucun souci. Et en plus, dans ce film où je voulais aussi des avis négatifs, il y a des avis, ça ne marche pas, avec effets secondaires, sans effets secondaires. Et à un moment donné, je leur demandais, mais si vous faites la balance bénéfice-risque, je prends le traitement, même si j'ai des effets secondaires. Donc, vous voyez que de toute façon, effectivement, il faut dire les choses. Et en fait, il n'y a aucun souci généralement donc, pour ces malades. Donc, ça, c'est vraiment la partie voilà, formation, film pédagogique que j'avais mis en place donc, et je continue. Parce que là, le dernier, c'est justement Explique-moi les biosimilaires qui est sorti en fait en fin d'année dernière. Voilà, après, ça a été bien sûr aussi cette construction de cette plateforme d'accompagnement des malades, donc la plateforme Wikiconnect. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà vu. Alors, pourquoi cette plateforme? Toujours pareil, hein, moi, il y a 30 ans, j'allais sur Internet, enfin peut-être moins parce que je suis plus 20 ans, j'allais sur Internet, je regardais sur un site, après sur l'autre, un autre sur l'autre, et puis après, vous ne savez pas si vous avez la bonne information, si voilà, elle est validée, elle n'est pas validée. Et c'est vrai de vadrouiller de site en site, c'était un peu compliqué, et puis vous voyez surtout du négatif, bien sûr. Là, c'était justement pourquoi pas avoir une plateforme où on puisse vraiment retrouver tout ce qui concerne la maladie, les traitements, mais pas que, c'est-à-dire tout ce qu'on va avoir donc, dans le quotidien. Ça veut dire quoi? Les voyages, ça veut dire les droits sociaux, les thérapies complémentaires. Voilà, comme les thérapies complémentaires, et c'est là où on se bat aussi, nous, en tant qu'association, c'est oui, à chaque fois qu'on en parle au médecin, oulala, surtout n'allez pas là-dedans. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais, je cherchais et j'y allais. Hein, et c'est vrai que j'ai fait tout et n'importe quoi, mais n'empêche que voilà, il faut quand même aiguiller aussi ces malades donc sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi cette plateforme où on va retrouver sous forme de vidéos, de gifs, d'infographies, donc avec une information vraiment donc validée. On la retrouve donc sur un smartphone et donc sur Internet. Et puis, on en est fiers parce qu'on a eu quand même le prix Galien. Hein, c'est quand même un des grands prix donc, sur l'innovation. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que peut-être je dis, mais j'ai les choses écrites derrière. C'est une information progressive et pédagogique. C'est un accompagnement avec des outils faciles, accessibles et disponibles. Un soutien basé sur l'entraide d'autosupport. Préparation à sa consultation, et puis une possibilité de participer aussi à des recherches observationnelles, parce qu'en fait, dedans, on a des e-cohortes, les malades qui ont envie de participer voilà, à la recherche sur la recherche opérationnelle, ou sur du matériel, ou sur des applications numériques. Donc, on a des cohortes, et puis après, on va chercher donc, dans ces cohortes si on a une étude à faire là-dessus. Donc, effectivement, il y a une entrée proche, il y a une entrée patient et une entrée professionnelle de santé, donc de manière justement à pouvoir voilà, se connecter
sous le bon vouloir de tout le monde, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être donc en connexion donc via une visio, via une messagerie protégée, si le malade est d'accord et si le médecin donc, est d'accord. Avec un menu où vous allez retrouver le carnet de santé, comprendre mon quotidien, je participe, et donc la chaîne info. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on a mis en place donc, depuis un an, parce que c'est vrai que moi, je bataillais avec les CHU, parce que moi, ça fait quand même 12 ans que je fais de l'ETP, et ça fait 12 ans qu'on me retourne à chaque fois la même chose. Monsieur Balès, vous êtes gentil, vous faites de l'ETP au CHU de Nice, mais nous, on a à Digne, donc on a 100 bornes. Donc, comment on peut bénéficier de ça? Monsieur Balès, vous êtes gentil, vous faites ça pendant les horaires de travail, on est malade, mais on travaille, nous. Et puis, sans parler aussi, vous savez, retourner à l'hôpital, en plus, faire une demi-heure de queue pour trouver une place. Et c'est vrai que ça m'énervait de ne pas pouvoir répondre en fait, à ces personnes. C'est vrai que ça faisait 4 ans moi, que j'essayais de monter donc, ce e-accompagnement avec l'équipe du CHU, mais à chaque fois, c'était « oui, mais ça ne remplacera pas le présentiel ». Mais je disais « mais ça, ce n'est pas pour remplacer le présentiel, c'est pour pouvoir donner accès à des personnes qui sont loin, excentrées, qui ne peuvent pas y avoir accès ». Et puis, je voyais que c'était compliqué, donc on a commencé au sein de l'association, donc en séance individuelle. Et puis, en fait, cette année, comme est arrivé la Covid, c'est vrai qu'on s'est lancé donc dans le groupe. Dès qu'il y a eu le Covid, on a mis en place ces ateliers. Et c'est vrai que ça a été vraiment un succès. Alors, bien sûr, on a commencé par la Covid, et puis après, des ateliers alimentation. Et puis maintenant, on fait beaucoup d'ateliers qu'on ne retrouve pas dans les CHU, c'est-à-dire Mickey et sexualité, la fatigue, enfin, tout ce genre de choses-là. Et c'est vrai que ça marche donc vraiment très, très fort. Donc, on envoie une petite invitation donc avec voilà, les coordonnées, la thématique de l'atelier. On envoie un questionnaire au préalable pour savoir un petit peu, savoir s'ils sont bien dans le bon atelier, parce que c'est vrai qu'on a eu un peu des soucis des fois de personnes qui étaient mal orientées. On a un questionnaire satisfaction, c'est vraiment pour préparer la IETP donc, de demain. On l'appelle ça e-accompagnement, mais on fait de l'ETP. Et puis après, ça nous permet d'avoir pas mal de stats aussi donc, sur les questionnaires satisfaction, si ça a convenu, pour faire progresser en fait, voilà, nos ateliers. Donc voilà, en fait, les thématiques, bon, je ne les ai pas toutes mises, mais les thématiques que l'on fait donc, en e-accompagnement. Et puis après, je voulais vous parler aussi, donc, le patient aussi, maintenant, il faut l'intégrer aussi donc, dans la création d'outils pédagogiques. Moi, je ne concevais pas qu'à chaque fois, on demande au médecin et puis dedans, il n'y a aucun patient. C'est quand même des outils faits pour les malades et on demande donc aux médecins. Donc là, c'est un truc, donc c'est vrai que nous, on oblige à chaque fois, oui, s'il y a un outil, parce qu'après, souvent, on vient nous voir après pour faire la promo. On fera la promo que si on a participé à l'élaboration. Donc ça, c'est toute une éducation à faire, mais on voit que ça change parce que maintenant, voilà, les gens ont pris l'habitude. Et puis, c'est vrai qu'on est assez fiers de cette création d'outils sur la décision partagée, parce que ça, c'est quelque chose aussi, je trouve, qui est hyper important. Donc, on a fait sous forme de petites vidéos. Donc, voilà, j'avais trouvé donc, des patients aussi ressources pour avoir des témoignages. Voilà, le gastro-entérologue, le chirurgien. Donc, chacun fait une petite interview, va expliquer. Et puis, ce qui est marrant, c'est que, je vous en parlerai après, mais on intervient aussi donc, à la fac de médecine. La dernière fois, c'est sur la décision partagée. Mais c'est vrai que moi, je me rendais compte que le médecin, en fait, il a du mal à entendre « non ». C'est-à-dire qu'effectivement, là, on parlait de la décision partagée pour une chirurgie, pour une stomie. C'est vrai que le malade, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire « non, je ne veux pas ». Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire au médecin, mais ça, il faut apprendre à l'entendre. C'est ce que vous allez avoir. Et puis après, je vous dis, mais vous verrez, là, j'avais 3 témoignages de malades, pas fait exprès en plus. Hein. Les 3 malades disent, oui, j'ai dit non, c'était hors de question en fait que l'on m'opère. Ça, c'était voilà. Et puis finalement, elle me dit, après avoir bien réfléchi, finalement, heureusement, il m'a conseillé. Et puis finalement, je me suis fait opérer. Et toutes les personnes ont dit exactement la même chose. Donc, il faut s'habituer. Oui, il y a des non. Oui, c'est une décision qui arrive comme ça. Donc, c'est dur aussi à encaisser, nous, en tant que patients. Mais voilà, il faut y aller petit à petit, présenter aussi le personnel pour qu'il déstresse. Là, j'en ai actuellement, il subit exactement la même chose. On vient de lui découvrir un cancer. Il est complètement affolé. Il m'appelle 2 fois par jour. Parce que voilà, la chirurgie, ça lui fait une peur bleue. Donc là, je veux qu'il fasse ses décisions partagées et qu'il puisse rencontrer toute son équipe pour que justement, voilà, ça se passe donc, au mieux. Bon, voilà, c'est fait sous forme de petites vidéos. On a aussi donc, un atelier voilà, clé en main pour justement faire une décision partagée. Donc ça, c'est vraiment la création aussi d'outils pédagogiques qui pour moi est très importante parce que c'est quand même adressé à nous en tant que malades. Donc il faut aussi qu'on y retrouve en fait ce dont on a besoin. Voilà, il s'est fait sous forme de vidéo streaming où en fait, à chaque fois, ça vient reprendre un petit peu les éléments qui sont dits non, par
par la personne qui est interviewée. Et puis, ben voilà, ce dont je vous parlais, c'est aussi maintenant avec le CI3P, donc les interventions à la fac de médecine. Donc, il y a eu la médecine narrative, il y a eu le témoignage de malades, donc la décision partagée. Et je pense que ça aussi, c'est des choses, je pense, qui sont hyper appréciées parce que là, j'ai fait encore un témoignage de malade devant 180 pharmaciens qui étaient en 4e année à Lille. Il y a eu un super succès parce que, oui, ils ont besoin d'entendre aussi la vie réelle en fait d'un malade, de voir aussi effectivement qu'est-ce que moi j'ai mis en place, qu'est-ce que je voulais, c'est comme ça qu'on va faire aussi avancer les choses. Donc, ce sont des choses vraiment importantes à faire passer voilà, lors d'interventions à la fac de médecine. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi toujours d'intervenir patients partenaires et professionnels de santé. Et il faut arriver à faire ce binôme, un peu comme j'avais mis en place pour l'ETP, que ce soit pareil vraiment partout. Donc, ça, c'est vraiment les interventions donc, au niveau donc, des facs ou des IFSI. Et après, il y a le patient-chercheur. Là, on est sur un projet donc, qui a été mis en stand-by à cause du Covid, mais moi, c'était vraiment un projet qui m'intéressait aussi sur la recherche de neurostimulation médulaire. C'était comment, justement, faire accepter les choses au malade, lui présenter les choses, essayer de répondre un peu à toutes ces attentes. Donc voilà, on a proposé déjà quelques visuels pour faire des ateliers justement d'éducation thérapeutique, de voir aussi à ce moment-là, pourquoi pas le faire en e-accompagnement maintenant, voilà, qu'il y a ce Covid. Donc ça, c'est vraiment dans la rubrique du patient-chercheur. Voilà un petit peu donc, le cursus du patient partenaire, en tout cas de ma vision à moi et de ce que j'ai pu mettre en place. Puis voilà, je suis à votre écoute. Merci. Merci.